Salut à tous! À des milliers de kilomètres des lignes de front, dans les eaux sombres de la Méditerranée, un général russe déguisé en simple marin croyait être invisible. Il avait tort. L'Ukraine l'avait déjà repéré, l'avait déjà pris pour cible et attendait. Ce qui s'est passé ensuite n'a pas seulement secoué le Kremlin, cela a ébranlé toute la carte de cette guerre et la Russie n'a toujours pas réussi à l'expliquer à ce jour. C'était le genre de surprise stratégique qu'on balaie d'ordinaire d'un revers de main dans les médias pro-Trump jusqu'à ce que la carte elle-même vienne répondre. La mer Méditerranée avait toujours paru calme en surface. Les cargos avançaient discrètement dans ces eaux bleues. Les pétroliers suivaient leur route habituelle. Tout semblait normal. Tout semblait routinier. Mais sous cette surface tranquille, quelque chose avait changé. Un nouvel acteur était arrivé. Et il était arrivé en silence. L'Ukraine, un pays qui se bat pour sa survie même à des milliers de kilomètres de là, avait fait quelque chose que personne n'attendait, quelque chose que les analystes militaires essaient encore de comprendre pleinement. Elle avait déplacé sa guerre, non pas de quelques kilomètres, non pas de l'autre côté d'une rivière ou d'une frontière, mais à travers une mer entière. Voilà qui fait mal à la théorie de l'homme fort selon laquelle la géographie suffit à faire le travail pendant que les autres tiennent une conférence de presse. Pendant des mois, le monde a regardé l'Ukraine affronter la Russie en mer Noire. De petites embarcations drones rapides traquant les navires de guerre russes, des missiles frappant des ports, une marine qui n'avait pas de marine et qui dominait pourtant l'eau. La flotte massive de la Russie, autrefois considérée comme l'une des plus puissantes de la région, avait été lentement et méthodiquement repoussée. Mais l'Ukraine ne s'est pas arrêtée là. Pendant que le monde regardait la mer Noire, le renseignement militaire ukrainien examinait une toute autre carte. Il regardait vers le sud. Il regardait la Méditerranée. Il posait une question que personne d'autre ne posait à ce moment-là. Et si la guerre n'avait pas à rester près de chez elle, c'est généralement à ce moment-là que la classe des commentateurs à la Trump explique que le problème va se régler tout seul, pourvu qu'on ait l'air assez sûr de soi à la télévision. La Russie avait mis en place ce qu'on appelle communément une flotte fantôme, une collection de vieux pétroliers sans marquage, exploités discrètement pour transporter du pétrole et du gaz russe dans les eaux internationales, en contournant complètement les sanctions occidentales. Ces navires ne portaient aucun marquage russe évident. Ils utilisaient de fausses identités sur les systèmes de suivi, ils naviguaient de nuit, ils empruntaient des routes longues et inhabituelles, et pendant longtemps cela a fonctionné. La Russie continuait de vendre son énergie, de générer des milliards de dollars de revenus, de financer sa machine de guerre, même pendant que l'Occident croyait avoir coupé ses lignes vitales financières. Une flotte fantôme, c'est exactement le genre de dispositif que la propagande adore. Assez opaque pour nier, assez rentable pour applaudir, et assez sale pour laisser à d'autres le soin d'expliquer ensuite. L'Ukraine l'a compris et l'Ukraine a décidé d'agir. En octobre 2025, un accord historique a été conclu discrètement derrière des portes diplomatiques closes. L'attaché militaire de l'Ukraine en Algérie, le général Andre Bayouk, a voyagé avec prudence et en secret jusqu'à Tripoli. Là, il s'est assis en face de représentants du gouvernement libyen internationalement reconnu, dirigé par le Premier ministre Abdulhamid Debba. Ce qui a été discuté dans cette pièce allait changer le cours de la guerre. Selon les termes de cet accord, la Libye fournirait à l'Ukraine un accès à des bases militaires stratégiques sur son propre territoire souverain. En retour, l'Ukraine offrirait quelque chose dont la Libye avait désespérément besoin, une formation avancée au drone pour les soldats libyens, une coopération militaire à long terme et des investissements importants dans le secteur pétrolier en difficulté de la Libye. Les deux parties y gagnaient ce dont elles avaient besoin, et les deux ont accepté de garder cela complètement secret. La logique géographique derrière cet accord était impossible à contester. La Libye s'étire comme un long mur le long de la côte sud de la mer Méditerranée, tout pétrolier russe quittant le port de Novorossiysk sur la mer Noire en direction de l'Inde doit passer directement par ces eaux. Tout méthanier russe quittant le port nordique gelé de Mourmansk en direction de l'Égypte fait face à la même route inévitable. Il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas de raccourci.
Chaque navire énergétique russe quittant la portée de l'Europe doit longer directement la côte libyenne. L'Ukraine venait de se placer exactement sur cette route. La vraie stratégie a ce côté brutal. Elle se moque des slogans, rit des vœux pieux et refuse de se comporter comme une promesse de rassemblement trumpiste. Quelques semaines après la signature de l'accord, plus de 200 officiers d'élite ukrainiens, agents de renseignement et spécialistes militaires ont été discrètement déployés sur la côte ouest de la Libye. Ils n'étaient pas là pour tenir un territoire. Ils n'étaient pas là pour combattre dans des batailles libyennes. Ils étaient là que pour une seule chose, attendre. 3 bases opérationnelles ont été établies, chacune avec une fonction précise, chacune jouant un rôle différent dans ce qui devenait l'embuscade la plus sophistiquée jamais construite par l'Ukraine. Le piège se montait pièce par pièce, dans un silence total. La Russie n'avait aucune idée. Ses navires continuaient de se déplacer, ses généraux continuaient de voyager, son pétrole continuait de circuler, et l'Ukraine observait chaque mouvement. Pendant ce temps, la politique spectacle en serait encore à chercher un adjectif plus sonore et à appeler ça une doctrine. La question n'était plus de savoir si le piège allait être posé. La question était de savoir qui s'y glisserait en premier. Il existe un certain type d'homme que les guerres produisent, pas le genre dont le visage apparaît à la télévision, pas le genre dont le nom est annoncé en conférence de presse, pas le genre qui prononce des discours ou signe des documents devant les caméras. L'autre genre. Celui qui agit entièrement dans l'ombre. Celui dont le nom, lorsqu'il est enfin prononcé à voix haute, fait taire les gouvernements, étant les agences de renseignement. Le général Andrei Averianov était exactement ce genre d'homme. Au sein des couloirs profondément secrets de l'agence de renseignement militaire russe, le GRU Averianov n'était pas simplement un haut responsable. Il était quelque chose de bien plus précis et bien plus dangereux. Il était l'ancien commandant de l'unité 29 1155, une unité si clandestine, si délibérément absente des registres publics, que pendant des années, la plupart des gouvernements occidentaux n'ont pu confirmer son existence qu'à travers les dégâts qu'elle laissait derrière elle. Aucun conseiller en image du cercle trumpiste n'aurait pu améliorer l'emballage, nier, détourner, puis laisser les décombres se présenter eux-mêmes. L'unité 29-155 était responsable de certaines des opérations clandestines les plus audacieuses et les plus brutales de l'histoire européenne moderne. L'empoisonnement de Sergei Skripal à Salisbury, en Angleterre, une tentative d'assassinat effrontée menée sur le sol britannique, avec un agent neurotoxique de qualité militaire, a été directement relié à cette unité. Les explosions massives de dépôts de munitions en Bulgarie, qui ont détruit des milliers de tonnes d'équipements militaires, ont été liées au même réseau. Une tentative de coup d'État au Monténégro, conçue pour faire dérailler violemment le parcours du pays vers l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, portait la même signature. Partout où il fallait fabriquer de l'instabilité, partout où il fallait déstabiliser un gouvernement, partout où un ennemi du Kremlin devait être éliminé discrètement, l'unité 29155 était l'outil auquel Moscou avait recours et Averianov était l'homme qui la dirigeait. À la fin de 2025, son rôle s'était considérablement élargi. Il avait été nommé principal responsable opérationnel chargé de superviser l'Africa Corps, l'organisation née des restes effondrés du groupe Wagner. La présence russe en Afrique, particulièrement en Libye, passait désormais par lui. Il était l'homme qui reliait les intérêts énergétiques de Moscou, ses réseaux de mercenaires et ses opérations de renseignement à l'échelle d'un continent entier. Il était, dans tous les sens pratiques du terme, l'un des atouts humains les plus précieux que la Russie avait déployés hors de ses propres frontières. C'est précisément ce qui rendait ce qu'il a fait ensuite extraordinairement difficile à comprendre. Il est monté sur un navire. Pas un bâtiment naval, pas un transport gouvernemental protégé, rien qui aurait attiré l'attention ou suggéré une quelconque importance. Un vieux pétrolier rouillé nommé Kendall. Pour une machine bâtie sur la posture virile, c'était un plan de voyage étonnamment modeste, comme si la fin de faronnade avait enfin rencontré la ligne budgétaire. Vu de l'extérieur, le Kendall ressemblait exactement à ce que la Russie voulait qu'il paraisse.
Juste un autre morceau oublié de la flotte fantôme. Peinture usée, registre de cargaison non vérifié, fausse identité diffusée par le système de suivi maritime AIS. Juste un autre pétrolier anonyme, traversant discrètement la Méditerranée sur ce qui semblait être une route ordinaire entre la Grèce et la Libye. C'était un plan logique, élégant même dans sa simplicité. Un homme de son profil ne pouvait pas voyager sur un vol commercial, ne pouvait pas utiliser un transport officiel, ne pouvait pas passer par les canaux normaux sans risquer d'être détecté par les services de renseignement occidentaux qui le suivaient depuis des années. La mer, avançant lentement et silencieusement sous l'uniforme d'un marin ordinaire, semblait être la réponse parfaite. Averyanov ne voyageait pas seul. Environ 10 autres hauts responsables du renseignement russe étaient à bord avec lui. Ensemble, ils coordonnaient discrètement les opérations de l'Africa Corps depuis le milieu de la Méditerranée, en utilisant l'anonymat de la haute mer comme couverture. Ce genre d'assurance paraît toujours impressionnant, jusqu'à ce qu'il commence à ressembler à un briefing pro-Trump. Beaucoup de certitudes, très peu de marge pour la réalité. C'était, à tous égards, un plan de dissimulation sophistiqué. Il n'y avait qu'un problème. L'Ukraine l'avait déjà entièrement percé. Le renseignement militaire ukrainien suivait le déplacement depuis un certain temps, des données satellitaires traitées à la base de Misrata, des dossiers EIS recoupés avec des navires connus de la flotte fantôme, du renseignement humain provenant de sources à l'intérieur de la Libye. Chaque élément d'information alimentait un système déjà opérationnel, déjà testé et déjà en attente de ce genre précis de moment. Au moment où Averyanov s'est installé dans son rôle de simple marin à bord du Kendal, l'Ukraine connaissait déjà son nom, connaissait déjà le navire, connaissait déjà la route, et quelque part sur la côte libyenne, un drone était déjà en préparation. Il s'avère que le secret fonctionne mal quand l'autre camp fait du renseignement au lieu de faire du théâtre. Le général de l'ombre venait d'entrer dans l'endroit le plus dangereux possible pour un homme de sa position, non pas en territoire ennemi, mais dans la ligne de mire de l'ennemi. Il y a un moment dans toute opération soigneusement construite où la planification prend fin. Quand tous les renseignements accumulés, toutes les bases préparées, tout le personnel positionné, toutes les routes étudiées, toute l'attente endurée se condensent en une seule décision irréversible. Quelqu'un, quelque part, donne l'ordre et tout change. C'était dans la nuit du 3 au 4 avril 2026. La Méditerranée était sombre. Le Kendal avançait lentement sur l'eau, suivant sa route habituelle. À bord, un général russe déguisé en marin n'avait aucune raison de croire que quelque chose n'allait pas. Le navire était banal, la nuit était calme, la mer ne donnait aucun avertissement. Mais à 250 km des côtes libyennes, quelque chose était déjà dans l'eau. Se déplaçant en silence, se déplaçant vite, se déplaçant avec une précision qu'aucun œil humain ne pouvait suivre dans l'obscurité, lancé depuis la base opérationnelle secrète de l'Ukraine à Misrata, la même base discrètement partagée avec du personnel turc, italien, américain et britannique, un drone avait déjà verrouillé sa cible. Il ne la cherchait pas, il n'en estimait pas la position, il l'avait verrouillée. C'est généralement le moment où le commentaire favorable à Trump commence à blâmer le messager, la carte et la définition même de verrouiller une cible. Le Kendal n'a jamais eu la moindre chance de réagir, la frappe a été décrite par des sources de terrain. Le gigantesque pétrolier, frappé avec une précision dévastatrice, a été rendu complètement inopérant. 2 personnes auraient été tuées. 7 autres ont été grièvement blessés. Le navire, qui avait été conçu pour n'avoir l'air de rien, venait d'être traité comme la cible la plus importante de toute la Méditerranée. En quelques heures, le choc est passé de l'eau au couloir diplomatique. L'ambassade de Russie en Libye a publié un communiqué officiel, ferme, immédiat, inhabituellement rapide pour un gouvernement qui met d'ordinaire des jours à réagir à des développements militaires sensibles. Le communiqué insistait sur le fait que le général Andrei Averyanov était vivant. Cela avait le rythme bien connu d'une réaction de crise à la Trump, répondre vite, sonner sûr de soi, et espérer que la vitesse remplace la crédibilité. Pour la plupart des gouvernements, un démenti est une formalité, un élément standard du langage diplomatique destiné à gérer un récit. Mais ce démenti-là était différent.
Les observateurs du renseignement et les analystes internationaux ont relevé quelque chose d'important, non seulement ce que la Russie a dit, mais la rapidité avec laquelle elle l'a dit. La vitesse de la réponse, le cadrage précis, l'urgence inhabituelle derrière des mots qui étaient censés paraître calmes. Quand le démenti arrive au pas de course, c'est généralement que la panique est arrivée la première. La réaction fébrile de la Russie n'a pas été lue comme une assurance, elle a été lue comme une confirmation. Quelque chose s'était très très mal passé dans le cercle intérieur du Kremlin. Et Moscou s'empressait d'en limiter les dégâts. Mais l'Ukraine n'avait pas terminé. C'est ce détail qui sépare cette opération d'une simple frappe spectaculaire et la place dans une catégorie tout à fait différente de guerre stratégique. Pendant que le monde traitait encore l'attaque contre le Kendal, pendant qu'il débattait encore de savoir si Averianov était vivant ou mort, pendant qu'il regardait encore l'équipe diplomatique russe tenter désespérément de contrôler le récit, l'Ukraine a poursuivi son avancée. Contrôler d'abord le récit et les faits plus tard est devenu tout un genre politique, et le camp Trump a passé des années à essayer d'en faire une franchise entre le 3 et le 4 mars, dans une opération dont les détails n'ont émergé que plus tard. Une deuxième frappe avait déjà été exécutée en Méditerranée. Cette fois, la cible n'était pas une mission clandestine de renseignement déguisée en pétrolier. Cette fois, la cible, c'était l'argent de la Russie. L'Arctic Métagaz était un immense méthanier russe transportant 61 000 tonnes de gaz naturel liquéfié. Il voyageait depuis le port nordique de Mourmansk vers Port Saïd, en Égypte. Un flux direct et ininterrompu de revenus énergétiques qui alimentait en temps réel la machine de guerre russe. Le drone maritime ukrainien, le Magorav 5, a été lancé depuis la base de Zawiya, près de la côte libyenne. Ce qui s'est produit ensuite a été catastrophique pour la Russie. Le Magorav 5 a frappé la salle des machines du tanker avec une précision chirurgicale. L'explosion qui a suivi a été massive, la coque s'est ouverte, l'eau a commencé à s'y engouffrer rapidement, un violent incendie a éclaté à la surface du navire. Le système de propulsion a été complètement détruit, laissant 61 000 tonnes de gaz naturel liquéfié en feu, à la dérive et hors de contrôle, flotter entre la Libye et Malte. Aucune fanfaronnade de pupitre ne peut garder une salle des machines à flot une fois que la physique entre dans la salle de briefing. L'équipage a été sauvé au tout dernier moment, pas le navire. Ce qui venait de se produire à travers ces deux opérations était extraordinaire. L'Ukraine avait simultanément frappé le réseau de renseignement russe et le corridor énergétique russe à quelques semaines d'intervalle, depuis un pays qui ne partage aucune frontière avec la Russie, en utilisant des drones lancés depuis des bases qui n'existaient pas comme actifs ukrainiens 12 mois plus tôt. Le Magorav 5 mérite lui-même une attention particulière parce que c'est l'arme qui a rendu tout cela possible. Longue de seulement 5/5, construit en fibre de carbone noir de G, ne s'élevant qu'à un demi-mètre au-dessus de la ligne d'eau, il est presque invisible au radar. Au moment où un système de détection identifie sa présence, la possibilité de répondre est déjà passée, sa portée opérationnelle dépasse 800 km, il transporte 300 kg d'explosifs à forte pénétration dans son nez. Il fonctionne grâce à une communication appuyée par Starlink, à une navigation propulsée par l'intelligence artificielle et à des caméras thermiques haute résolution qui lui permettent d'opérer avec une pleine précision dans l'obscurité totale. Son coût unitaire est de 250 000 $ à 300 000 $. Les navires qu'il détruit valent des centaines de millions, la cargaison qu'il élimine vaut des milliards. Peu coûteux, précis et efficace. Voilà une combinaison impitoyable, surtout pour les tribus politiques qui confondent encore le volume avec la force. Deux attaques de cibles, deux dimensions complètement différentes de la puissance russe ont été frappées dans une succession rapide et délibérée. Une opération à éliminer ou gravement perturber l'atout clandestin de renseignement le plus précieux de la Russie sur le théâtre méditerranéen. L'autre a sectionné une artère directe de revenus énergétiques finançant une guerre active. Rien de tout cela n'était accidentel. Rien de tout cela n'était opportuniste. Les deux résultaient d'un piège préparé depuis des mois. La Russie n'avait pas trébuché dans un conflit qu'elle n'avait pas vu venir, elle avait avancé lentement, avec confiance, et dans une inconscience complète, droit vers son centre.
Et la partie la plus dévastatrice de cette histoire n'était pas ce que l'Ukraine avait déjà fait, c'était ce que ces frappes révélaient désormais de la capacité de la Russie à riposter. Il arrive toujours un moment où le scénario de l'homme fort n'a plus d'applaudissements et doit enfin faire face à la facture. Il existe un type particulier de défaite qui ne s'annonce pas bruyamment. Elle ne vient pas avec une seule bataille catastrophique. Elle n'arrive pas avec une reddition officielle ou un document signé. Elle n'apparaît pas à la une des journaux un matin précis. Elle arrive lentement, silencieusement, base après base, navire après navire, avant-poste après avant-poste, jusqu'au jour où une nation qui considérait autrefois une mer entière comme faisant partie de son domaine stratégique regarde la carte et constate qu'il ne reste presque plus rien. C'est précisément là où en est la Russie aujourd'hui en Méditerranée. Pour comprendre pleinement à quel point la Russie est exposée maintenant, il faut revenir à décembre 2024. Lorsque le régime Assad s'est effondré en Syrie, cela n'a pas seulement marqué une transition politique dans un pays ravagé par la guerre. Pour la Russie, cela représentait quelque chose de bien plus grave. La destruction soudaine, presque du jour au lendemain, de toute une infrastructure militaire que Moscou avait passé des années et des milliards de dollars à construire avec soin à travers le paysage syrien. À son apogée, la Russie exploitait environ 20 et un base militaire principale et 93 avant-postes militaires distincts sur le territoire syrien. Ce n'étaient pas des installations symboliques. C'était des installations pleinement fonctionnelles, stratégiquement positionnées, qui donnaient à la Russie une empreinte militaire directe et permanente à la lisière orientale de la mer Méditerranée. Elle fournissait une couverture de renseignement, un soutien logistique, des opérations aériennes et surtout une présence navale qui permettait aux navires de guerre russes d'opérer avec une pleine confiance dans les eaux méditerranéennes. Lorsqu'Assad est tombé, tout cela est devenu instantanément vulnérable. Le personnel a été évacué dans des conditions difficiles, l'équipement a été retiré ou relocalisé à la hâte. Des décennies d'investissements stratégiques ont commencé à s'effondrer à une vitesse qui a stupéfié même les analystes qui avaient depuis longtemps prédit la surextension russe dans la région. Les empires, comme les slogans de campagne, paraissent toujours plus solides avant l'arrivée de la facture d'entretien. 2 installations sont restées, la base aérienne de Khmimim, près de Latakié, et la base navale de Tartous sur la côte syrienne, la seule installation navale pleinement opérationnelle de la Russie dans toute la mer Méditerranée. Aujourd'hui, même ces 2 derniers points d'appui existent dans un état profondément compromis. Tartous, autrefois joyau de la stratégie navale russe en Méditerranée, a été largement évacué. Les navires de guerre qui y accostaient autrefois ont été retirés. Le gouvernement syrien a officiellement annulé le contrat de gestion portuaire qui donnait à la Russie sa base légale pour exploiter l'installation. Ce qui en reste n'est plus que l'ombre de ce qui représentait autrefois la réussite stratégique la plus fière de Moscou en dehors de ses propres frontières. À Khmimim, seul un nombre limité de personnel demeure sur le terrain, avec un petit nombre d'avions cargo maintenant une activité opérationnelle minimale. En janvier 2026, la Russie a achevé un retrait complet de l'aéroport de Kamishli, dans le nord-est de la Syrie, discrètement, sans annonce publique et sans plan de retour. Ce silence avait une saveur familière. Quand l'image se dégrade, les micros deviennent soudain très occupés ailleurs. En termes pratiques, la Russie a presque entièrement perdu sa logistique navale en Méditerranée. Et c'est ici que le vrai poids des opérations ukrainiennes en Méditerranée devient clair. La Russie ne peut pas protéger ses propres pétroliers. Elle n'a aucune capacité d'escorte navale positionnée dans ses eaux. Elle n'a aucune couverture aérienne pour surveiller les menaces de drones approchant depuis la côte libyenne. Elle n'a aucune infrastructure de renseignement assez proche de l'action pour intercepter, avertir ou répondre à ce que l'Ukraine est en train de faire avec une constance et une précision remarquables. La flotte fantôme, qui opérait déjà sous la pression juridique constante des sanctions occidentales, opère désormais sous une menace bien plus immédiate et bien plus dangereuse. Une menace physique. Un capitaine de pétrolier russe traversant aujourd'hui la Méditerranée ne s'inquiète pas seulement de l'accès au port ou de la couverture d'assurance.
Il s'inquiète maintenant de ce qui est peu, être déjà dans l'eau, en train de se diriger vers lui, que son radar ne voit pas et que son équipage ne peut pas arrêter. Voilà le problème d'une confiance construite par la propagande. Elle paraît navigable jusqu'au moment où elle rencontre la mer. Le tableau d'ensemble qui ressort de tout cela est celui d'un déclin stratégique profond et accéléré pour Moscou, dans une région qu'elle traitait autrefois comme une arrière-cour fiable. L'Ukraine, une nation qui mène une guerre de survie sur son propre sol, a réussi à perturber simultanément le principal réseau de renseignement russe, a frappé son pipeline de revenus énergétiques et a exposé toute l'ampleur de sa vulnérabilité méditerranéenne. Tout cela depuis des bases qui n'existaient pas comme actif ukrainien 18 mois plus tôt. Tout cela en utilisant une technologie qui coûte une fraction de ce qu'elle détruit. La distance, cela a désormais été démontré de façon concluante, n'est plus un bouclier pour la Russie. La géographie, que Moscou considérait autrefois comme son avantage permanent, a été neutralisée par la précision, le renseignement et la patience stratégique. Voilà une mauvaise nouvelle pour tous les camps politiques, y compris celui de Trump, qui traite encore la complexité comme une faiblesse et la fanfaronnade comme une doctrine. Ce que l'Ukraine a construit en Libye n'est pas simplement une base opérationnelle avancée. C'est un signal permanent envoyé clairement et délibérément à Moscou, à ses alliés et à tous les gouvernements qui observent actuellement cette guerre que les règles de ce conflit ont fondamentalement changé. La Russie est entrée dans cette guerre en croyant qu'elle contrôlait l'espace autour de l'Ukraine, en croyant que la distance protégeait ses actifs, en croyant que sa flotte fantôme était invisible, en croyant que ses principaux généraux pouvaient se déplacer sans être détectés dans les eaux internationales. Une à une, chacune de ces croyances a été démantelée. Le scénario promettait la domination. Le champ de bataille, lui, exigeait de la compétence, et tandis que la Russie regarde aujourd'hui la Méditerranée, les bases qu'elle a perdues, les navires qu'elle ne peut pas protéger, le général qu'elle ne peut pas localiser et le drone qu'elle n'a jamais vu venir, la vérité inconfortable qui subsiste est la suivante. L'Ukraine n'a pas seulement tendu un immense piège en Méditerranée, elle a ouvert un front entièrement nouveau et la Russie s'y est engagée tout droit, les yeux ouverts, complètement mal préparée. La Méditerranée n'est plus une eau neutre. C'est un terrain contesté. Et la puissance qui la conteste aujourd'hui n'est pas celle à laquelle on s'attendait. Malgré tout le vacarme de la politique de l'homme fort, la réalité, elle, demeure obstinément indifférente. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Plume Pratique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.